Cette chaîne, habituellement, est réservée soit à la présentation de cours, soit à des entretiens que je fais habituellement avec des intellectuels, des militants politiques. Mais alors, depuis le mois de juin, j'ai inauguré j'espère ce qui va devenir une nouvelle tradition, même si ça paraît un petit peu paradoxal et antinomique d'inaugurer une tradition qui pourrait faire penser au passé. J'ai inauguré donc une nouvelle voie, celle d'interroger des artistes, des gens qui travaillent dans le monde du spectacle. Le mois passé, j'ai interviewé ainsi une comédienne qui travaille à Paris, Lucie Fabry. Aujourd'hui, ce sera le cas de Frédéric Dussène, qui est metteur en scène et qui exerce son métier maintenant depuis près de 35 ans. L'entretien que nous allons avoir va se diviser en 2 ou 3 parties. Dans un premier temps, je vais peut-être rappeler quelques éléments biographiques qui permettront un petit peu de situer son travail. Dans un deuxième temps, il sera question, bien sûr, et ce sera l'essentiel de notre propos, d'essayer d'expliciter en quoi consiste le travail d'un metteur en scène, et plus particulièrement le sien. Et ensuite, dans une troisième partie, nous aborderons ensemble le problème des rapports entre, d'une part, l'État et le monde des artistes, autrement dit entre les subsidiants et les subsidiés, et on sait que ces rapports n'ont pas toujours été évidents depuis, je dirais même depuis des siècles, puisque je suis spécialiste du XVIIe siècle, et donc je pourrais vous en dire un petit mot à ce sujet-là. Enfin, nous terminerons notre entretien par les projets que Frédéric Dussène a en vue pour la saison qui s'annonce, donc 2018-2019. Donc bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser donc quelques questions, mais comme je l'ai dit dans mon introduction, quelques éléments biographiques. Alors n'hésitez jamais à me reprendre si je commets des erreurs factuelles ou si il y a quelques erreurs de jugement aussi, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la matière, je suis donc un profane, comme on dit, et voilà. Donc en fait, vous êtes né en 1963, Oui. Voilà, donc vous avez 55 ans, il suffit de faire le calcul, c'est pas compliqué. Très rapidement, donc vous aviez une vingtaine d'années, vous êtes passionné, et vous l'étiez sans doute déjà à l'adolescence, j'imagine, par le monde du spectacle, par le désir d'être d'abord comédien et ensuite vous allez devenir metteur en scène, vous allez nous expliquer un petit peu les rapports qu'il y a eu dans votre vie entre ces deux métiers. Vous avez fait vos études au Conservatoire Royal de Bruxelles. Oui. Je vais détailler quelques-unes des pièces que vous avez mises en scène. Et parallèlement, vous avez une activité de professeur aux Arts au Carré, donc c'est ARTS, et puis il y a un petit exposant donc pour bien indiquer qu'il s'agit d'au Carré. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi il y a donc cet exposant, et je crois que c'est peut-être lié à ce que je vais expliquer maintenant, qui est issu de la fonction de 2 écoles d'art supérieures de Mons, et qui a pour cœur, je dirais, l'ancien conservatoire de Mons. Voilà, et dans ce cadre-là, vous faites un cours sur le jeu théâtral où donc les futurs acteurs apprennent leur métier. Alors, je l'ai expliqué il y a quelques instants, vous êtes et vous avez été acteur, metteur en scène, vous avez été et vous êtes toujours directeur artistique d'une compagnie qui s'appelle L'Acteur et l'Écrit, qui a été fondée il y a 22 ans, en 1996. Alors,
maintenant, pour entrer un petit peu plus dans le détail de votre biographie, j'ai noté que vous avez mis en scène, et ici je ne cite que les plus célèbres et les plus connus du grand public, mais il y a une série d'auteurs contemporains que vous allez d'ailleurs peut-être compléter par rapport à la liste de ce que j'ai pu noter ici. Je les cite un petit peu dans le désordre, donc ce ne sera peut-être pas obligatoirement l'ordre chronologique. J'ai noté Oscar Wilde, j'ai noté Cocteau, Garcia Lorca, Racine, Pirandello, Shakespeare, Molière, Pasolini, Victor Hugo, Jean Genet, mais aussi Jean Louvet, Paul Willems, Henri Beauchot, si je ne l'ai pas encore cité. Il y a un certain nombre d'autres auteurs contemporains. Voilà. Alors, les spectacles que vous avez mis en scène ont été représentés dans différents théâtres. Par exemple, le Théâtre des Martyrs, le Théâtre du Méridien, le Rideau de Bruxelles, avec lequel dans lequel vous avez travaillé longtemps, et un certain nombre d'autres. Je ne voudrais surtout pas faire de la discrimination par rapport à d'autres théâtres, donc n'hésitez pas à en rajouter, hein, parce que moi je ne veux pas faire ici une énumération à l'après-vert, et donc bien entendu, vous m'arrêtez dès que vous le voulez, hein. Ne vous en faites pas, la suite de l'entretien ne va pas continuer à être un monologue, c'est simplement une simple présentation ici, et je crois que c'est plus agréable pour celui qui est interrogé d'être présenté plutôt que de devoir faire lui-même la présentation de son CV, me semble-t-il, hein. Voilà. Alors j'avais noté que votre première mise en scène, c'est l'échange de Paul Claudel, sauf erreur de ma part. C'est pas la première. Ah, voilà, voilà. Disons que c'est la première qui a peut-être eu un écho important. La première, c'est Orphée. Oui. C'est une adaptation des différents textes et films que Cocteau a consacrés à Orphée. Ah oui. Voilà. Donc il y avait aussi, la base, la pièce de 1928, oui. et puis alors le Testament d'Orphée et Orphée. Voilà. Donc on a fait des films, hein, d'ailleurs, parce que j'ai vu, c'était des représentations filmées ou c'était des films? Non, moi j'avais fait un travail théâtral à partir du matériau c'est ça. De la pièce et des scénarios des films. D'accord, voilà. Entendu. C'est ce que je considère comme mon premier spectacle. J'avais 20 ans. Voilà, donc c'était relativement précoce quand même, mais bon, enfin quand on a l'enthousiasme et qu'on a le désir surtout de vouloir travailler dans ce qu'on aime, je comprends qu'on soit impatient d'exercer son métier. Et surtout d'avoir des projets, surtout c'est très important dans le type de travail que vous exercez. Alors moi ce qui m'intéresserait, j'ai pris un certain nombre de notes. Alors j'aimerais bien que l'on parle surtout de la manière dont vous travaillez. Si vous-même, puisqu'il y a maintenant déjà 35 ans que vous exercez donc la profession de metteur en scène, si vous-même, a posteriori, vous voyez une évolution dans votre manière de traiter les choses, de diriger les acteurs, comment au fond vous choisissez les acteurs? Parce qu'au fond, moi c'est un métier que je ne connais pas, puisque je suis dans la salle, donc je peux imaginer des tas de choses sur le métier de metteur en scène, mais enfin c'est de l'ordre, en partie en tout cas, du fantasme, hein, et je suis un peu une sorte de client, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Donc si on pouvait commencer tout d'abord par votre travail, et au fond peut-être en commençant peut-être un peu plus en amont, pourquoi avez-vous choisi ce métier-là? Est-ce que c'est venu, vous aviez un tempérament d'artiste du spectacle déjà en herbe pendant que vous étiez adolescent? D'où cela vous est-il venu? Est-ce que vous avez fait des rencontres qui vous ont marqué? Qu'est-ce qui s'est passé comme alchimie qui a fait qu'à un moment donné, vous décidez de faire des études au Conservatoire Royal de Bruxelles? Alors, j'avais une tante, enfin ma marraine, pour être précis, dont le mari et elle, à deux, faisaient du théâtre amateur. Oui. Donc,
très tôt, enfant, j'ai assisté à leur travail. Mon oncle m'avait d'ailleurs dit, quand plus tard j'ai dit que je voulais faire du théâtre, il m'a dit si tu veux faire du théâtre, apprends d'abord à déplacer des chaises. Parce qu'il faisait du théâtre dans des contextes amateurs, où il fallait mettre la main à la pâte, et je continue à déplacer des chaises. Encore aujourd'hui, parce que c'est un métier où on déplace des chaises. Voilà. Parce que c'est l'essentiel en fait. Oui, des chaises sur lesquelles on joue, des chaises sur lesquelles les gens s'asseyent pour venir bien voir sûr. ce qu'on fait, Voilà. Et donc ma marraine avait un atelier de poésie. Et dès mes 5 ans, donc ça a commencé très tôt, je disais des poèmes. Le samedi, elle nous faisait dire des poèmes. On avait une présentation à la fin de l'année. C'est ma première expérience du théâtre, on va dire. C'est-à-dire, j'étais à 5 ans sur le plateau en train de dire des poèmes. Voilà. C'est resté évidemment très présent, mais on ne peut pas dire que pendant le reste de mon enfance, mis à part des jeux comme tous les enfants, mais je n'ai pas pratiqué une académie, je ne suis pas allé particulièrement, je veux dire, dans une formation préparatoire. Par contre, j'avais des professeurs de secondaire qui nous emmenaient au théâtre, voilà, qui m'ont donné le goût de ça, voilà, très tôt. J'étais dans un collège de bon père rédemptoriste à Autigny. C'est pas sans lien, j'étais un bon élève, j'étais plutôt un bon élève. J'étais même un bon élève un peu mystique, en fait, à l'époque. Et il se fait qu'un jour, un professeur de français de 5e, donc de poésie, à l'époque ça s'appelait la poésie, nous a demandé un travail oral. On pouvait faire ce qu'on voulait, il fallait faire un travail oral. Et j'ai demandé si je pouvais faire du théâtre. J'avais une toute petite expérience dans le collège avec un ancien qui était devenu acteur professionnel qui nous avait fait faire un spectacle, donc j'avais participé comme acteur, mais je voulais essayer, je voulais faire un spectacle. Je ne savais rien, je n'y connaissais rien. J'avais vu des expériences de spectateur, mais je n'avais aucune expérience. Et il m'a dit, bah, tu fais ce que tu veux, on fait ce travail oral. Et je suis allé voir le directeur de mon collège. J'avais le privilège de travailler dans une école où on était 350, toutes classes confondues. Donc il nous connaissait presque personnellement. Il savait combien on avait à l'intérieur de maths. Hein, donc, voilà. Je suis allé dans son bureau, je dis, Père Foulon, je voudrais faire du théâtre. Il a ouvert le tiroir, je n'oublierai jamais, le tiroir du bas de son bureau, il a sorti la clé de la salle de spectacle. Et il me l'a donné. Et donc pendant toute l'année, j'ai essayé. En fait, il y avait un tout petit peu de matériel technique, il y avait le plateau, donc la salle de fête de l'école. C'était une petite salle de spectacle. Et donc j'ai tout fait, décor, costume, lumière, son, jeu, mise en scène, tout, en entraînant quelques camarades dans l'affaire. Et mon premier spectacle dans le cadre scolaire, c'était La cantatrice chauve d'Ionesco, où je jouais Madame Smith, qui était peut-être un petit peu prémonitoire, mais je n'en savais rien à l'époque. Mais c'était probablement plutôt parce que les camarades avaient plutôt tendance à vouloir jouer les garçons dans les pièces, et que voilà. J'en ai quand même trouvé 3 pour faire les femmes avec moi. Et donc on a fait ce travail sur La cantatrice chauve d'Ionesco, toute l'année. Et comme ces pédagogues avaient l'art d'encourager, en fait, mon professeur de français m'a mis 100% à cet exercice. Ce qui évidemment était une espèce de reconnaissance, comme ça. Bon. Et l'année suivante, comme il nous a redemandé de réitérer, ben, je l'ai refait. Rhétorique, donc. Oui, et là j'ai monté Caligula de Camus en jouant le rôle. Et là il m'a mis 150%. 150%. Ce qui représente... Comment peut-on faire ça arithmétiquement, je veux dire? Parce que, évidemment, je n'étais pas à 100% sur les autres exercices de la vie. Voilà, oui, d'accord, entendu. Mais donc c'était une espèce de coup de pouce, comme ça. Enfin, c'était formidable, d'enthousiasme, je veux dire. Parallèlement... Et un accomplissement aussi pour vous, parce que quelque part c'était plus qu'une révélation, c'était une reconnaissance, c'était... Très tôt. Voilà, et puis... À 17 ans. Voilà. Donc évidemment, ça, voilà. Il se fait qu'en même temps, il nous emmenait, on avait un abonnement, bon, on était à Autigny, donc c'était assez naturel, mais on avait un abonnement à l'atelier Théâtre Jean Villard, qui à l'époque faisait venir tout ce qui était imaginable. Donc j'ai vu Kretschka, Mnouchkine, Besson, Cantor, enfin Donc pour moi, c'est devenu clair que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Oui, bien sûr. Voilà. Donc le point de départ, c'est ma tante, très lointainement, et quelques rencontres pédagogiques importantes.
de professeurs du secondaire qui nous ont ouvert à ça. Et alors, vous décidez d'intégrer le conservatoire. Oui, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Étant à Louvain-la-Neuve, à Autigny, je décide, puisque j'appréciais la programmation de Louvain-la-Neuve et tout, je décide d'intégrer l'IAD. Oui. Donc l'Institut des Arts et Diffusion, parce que comme je sais qu'il y a beaucoup de Français, de Françaises qui nous regardent. Pour qui c'est du chinois, évidemment. Et pour qui c'est du chinois. Donc je traduis toujours les Instituts des Arts et Diffusion. C'est une école en fait qui ne donne pas seulement une formation d'acteur, mais qui forme aussi les réalisateurs de cinéma, les gens du son, les gens de l'image. Voilà. C'est ça. Et donc, comme j'étais fasciné par la programmation du théâtre qui était liée à l'école, tout naturellement j'ai présenté l'examen d'admission. Il a fallu batailler avec ma famille qui n'était pas très convaincue par l'idée. Et pour ça, j'ai fait venir cet ancien étudiant du collège qui avait fait ce spectacle avec nous. À la fin du dîner, j'avais l'impression qu'il était très convaincant. Mais mon père m'a dit, mais tu vois, il ne faut quand même pas faire ça, c'est de la folie et tout. Donc, mais finalement, au forceps, et grâce à l'aide très très influente de ma maman, à qui je dois beaucoup à ce niveau-là, parce qu'elle y a cru très vite, j'ai finalement pu présenter l'examen d'entrée de l'IAD que j'ai réussi. Voilà. Et alors j'étais un peu en désaccord, enfin, j'étais très jeune, mais je n'ai pas adhéré à la manière de travailler de l'école, qui partait beaucoup à l'époque, c'est plus du tout la même chose aujourd'hui, mais d'une forme de provocation très immédiate et très violente de l'acteur, pour le pousser au-delà de ses limites, notamment dans des endroits qui forçaient un peu l'intimité, avec lesquels j'étais mal à l'aise. Voilà. Et donc j'ai arrêté l'IAD après 3 mois, volontairement. Donc évidemment j'ai fait un passage universitaire, parce qu'à l'époque, je vous parle d'un temps, en Belgique en tout cas, on avait le service militaire obligatoire. Et donc pour continuer les études, il fallait un sursis, il fallait obtenir un sursis à l'inscription au service militaire. Et donc je me suis inscrit en jury central en droit au milieu d'année, en première candidate, que j'ai réussi. Parallèlement à un bac philo que j'ai fait à l'époque, que j'ai réussi aussi parce que ça me passionnait, j'ai eu des professeurs extraordinaires, Ladrière, enfin je ne vais pas les citer tous, j'ai des souvenirs très 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 forts, mais j'étais manifestement pas fait pour le droit. Bon, je me suis engagé dans ma deuxième candidate, mais j'ai préparé avec Claude Etienne, par un coup de chance incroyable. Claude Etienne, étant pensionné du conservatoire, a ouvert un cours privé au Rideau de Bruxelles. J'ai vu ça dans le journal, je me suis inscrit. Et Claude Etienne, qui est le fondateur, directeur du Rideau de Bruxelles, qui est un théâtre très important dans l'histoire du théâtre belge francophone, a été mon premier professeur de théâtre en fait. Et à l'issue de cette année de cours, il m'a dit, est-ce que tu veux que je te présente? J'ai dit, à l'examen d'entrée, je dis, bien sûr, monsieur Etienne. Et donc il m'a dit, j'avais travaillé un tout petit peu avec André Debar, qui était un acteur que j'avais identifié, que je l'avais vu dans les spectacles du National, etc. Et il m'a dit, André Debar, c'est très bien, mais Pierre Laroche, c'est beaucoup mieux. Et j'ai suivi son conseil, alors que je ne connaissais pas du tout Pierre Laroche. Et j'ai été bien inspiré parce que je suis resté avec Pierre 13 ans. C'est-à-dire que j'étais son étudiant, son assistant, et puis son chargé de cours jusqu'à ce qu'il parte à la pension. C'est ça. Et finalement, à la fin du cycle, je l'ai mis en scène moi-même. Donc j'ai fait avec Pierre tout le trajet. Voilà. Ça, c'était au conservatoire de Bruxelles. Oui. Voilà. Donc ma formation. Et alors, j'ai évidemment, à l'époque, 2 disciplines étaient organisées, l'art dramatique, que j'ai suivi donc avec Pierre. C'était une équipe, hein, mais Pierre était le titulaire. Et la déclamation, où j'ai eu un grand professeur, qui était Charles Klemberg. Donc j'ai été 2 ans chargé de cours. J'ai bien connu puisque c'est un ami. Voilà. Voilà. Oui. J'ai été chargé de cours de Charles 2 ans, 6 ans de Pierre, avant d'arriver à Mons, quand Pierre a pris sa pension. C'est ça. Le départ, oui, c'est la famille et les professeurs. Voilà. Ben, merci pour cette réponse qui est assez complète, me semble-t-il, parce que je crois que c'est vraiment important de, comme pour tout sujet, puisque je suis historien, de comprendre la genèse d'une passion comme celle-là. Alors maintenant, on va peut-être entrer un peu plus dans le concret du travail du metteur en scène. Alors, comment ça se passe?
que fait au fond un metteur en scène? Il a d'abord un projet, il choisit des textes un texte qui lui parle plus particulièrement. Comment ça se passe? Et puis il y a des étapes, il faut choisir les acteurs, les actrices, il faut choisir un lieu. Comment tout ça se passe? Parce qu'il y a tout ce qui se passe derrière le rideau et que les spectateurs et les spectatrices ne voient pas. Et d'ailleurs, c'est pas leur sujet, d'ailleurs, hein, bien sûr. Mais moi, j'aime bien citer une phrase de Peter Brook, qui est un grand metteur Oui. en scène anglais, mais qui a essentiellement travaillé à Paris, et qui dit: on se décrète metteur en scène et puis on s'arrange pour faire croire aux autres que c'est vrai. Je crois que c'est à peu près ça, parce que c'est un métier qui, au fond, ne s'apprend pas vraiment dans une école. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Ce qui s'est passé pour moi très concrètement, c'est que, comme étudiant au conservatoire, régulièrement les autres me demandaient de regarder leurs scènes, de les aider à préparer les scènes pour les passer devant les professeurs. Donc je devenais un peu l'œil extérieur de manière naturelle. D'emblée, comme je l'ai raconté, j'avais travaillé au collège en faisant tout moi-même. Donc j'avais expérimenté, mais de manière tout à fait empirique, un certain nombre de choses. Bon, voilà. Oui, l'espace, le décor, la lumière, le son, comment quand même arriver à diriger les acteurs, essayer de leur demander de faire quelque chose, en tout cas, enfin, tenter des expériences. Donc, j'avais une espèce d'expérience sur le tas, comme ça, qui se mixait avec ma formation d'acteur. Je suis un de ces metteurs en scène, il y a deux catégories. Je suis un de ces metteurs en scène qui connaissent l'expérience du plateau de l'intérieur. Ça veut dire que je dirige les acteurs en me souvenant de ma propre peur et de mes propres difficultés. Et donc j'ai appris à devenir metteur en scène en même temps, au fond, que j'ai essayé de comprendre ce que c'était que de jouer. Voilà. Je suis devenu metteur en scène comme ça, et je suis devenu pédagogue comme ça aussi. Essentiellement parce que il y a un phénomène qui n'est peut-être pas très perceptible pour le spectateur, mais qui est très délicat pour un acteur, c'est qu'on ne doit pas le faire qu'une fois. Il faut le faire plusieurs fois. Cette chose-là est extrêmement difficile en fait. Parce qu'on s'implique de manière émotionnelle, on engage beaucoup plus que simplement... oui, bien sûr. Voilà. Et parfois on atteint un résultat. Mais le lendemain, on est incapable de le reproduire. Et ça a été vraiment ma douleur de jeune apprenti acteur. Parce que j'étais confronté à des profs dont même Pierre, était un maître, mais qui ne nous expliquaient pas comment faire. Donc on était démunis. Et donc effectivement, d'un jour à l'autre, on avait la sensation d'y arriver, et puis après, de tomber dans un trou noir. Mais il y avait quand même un feedback chaque fois, donc il Oui. expliquait le pourquoi, le comment, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Le feedback était plutôt centré sur le niveau d'exigence. Oui, Tu n'y es pas. c'est ça. Et il expliquait pourquoi ça n'allait pas, donc. Pas tellement. Il disait que ça n'allait pas. C'est ça. Oui, il y a des éléments techniques. Bon, Oui. Tu parles pas assez fort, Oui, bien enfin, des sûr, choses basiques un peu. Oui, d'accord. Voilà. Mais Pierre n'était pas un pédagogue qui donnait les clés. C'était plutôt quelqu'un qui montait le niveau d'exigence. Voilà. Il n'était jamais satisfait. Et quoi, lui-même en donnant l'exemple, alors, c'est ça? Ah Parce oui, que quand même. quelque part, parce que si le feedback est réduit à sa plus simple expression, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'était un maître, vraiment, au sens plein du terme, il y a quand même, alors, comment dirais-je, disons que c'est un enseignement qui était fondé sur une sorte d'imitation, mais dans le sens positif du terme. Bon, parce que l'imitation en art, évidemment, c'est péjoratif, hein, mais quelque part, quand on est un jeune apprenti, ben, on a besoin d'avoir quand même un modèle. Hein, oui, je dirais la transmission, effectivement, du savoir-faire et la transmission de l'expérience. C'est vrai que si on ne le faisait pas, Pierre le faisait à notre place. Il faisait. Donc à la fin, on rusait, on préparait beaucoup à l'avance pour arriver à lui montrer une scène complète de manière à ce qu'il ne nous montre pas parce qu'il jouait bien, hein, très bien. C'est ça, oui. Donc c'était paralysant. C'était un très bon acteur. Donc, oui, c'est ça. Il le faisait devant nous, il disait, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse après ça? Voilà. Et
Donc en fait, c'était une pédagogie Mais donc on est de la provocation, j'ai envie de dire, Oui, même oui. si le mot est un peu peut-être violent, Pierre, je ne suis pas sûr qu'il s'y retrouverait, mais il nous mettait au défi, puis on faisait ou non, et au prorata de ce qu'on faisait ou non, soit tu nous montrais, soit tu réagissais à ce qu'on faisait. Ça dépendait beaucoup de l'autonomie qu'on arrivait à avoir. Voilà. Mais c'était pas une pédagogie où il disait le chemin, c'est ça. Bon, ça commence là, puis ça continue là. Il disait l'objectif, c'est ça. Et il faut l'atteindre maintenant. C'est ça. Voilà. Tout mon travail de Mais prof. pour les moyens, c'était pas obligatoirement spécifié. Puisqu'il y a l'objectif, mais en tant que tel, il ne donne pas vraiment, il ne donnait pas la marche à suivre dans le sens de étape après étape ce qu'il faut faire. Non. Mais donc on est peut-être, et c'est peut-être une pédagogie d'ailleurs qui peut porter tous ses fruits, être obligé de rechercher soi-même son autonomie et sa singularité, son originalité dans... Voilà, mais est-ce que ça passe pas, et je reviens à ma question précédente, un petit peu quand même par une forme d'imitation, parce que quand on est jeune, on a envie, bon voilà, on a une âme d'artiste, et en même temps, on a devant soi quelqu'un qui atteint quand même un niveau certain. Oui. Donc là, est-ce qu'on n'a pas tendance à, peut-être inconsciemment pour ne pas décevoir le maître, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que moi je ne fonctionne pas comme ça, mais voilà, de se dire, mais lui, il fait quelque chose de bon, de remarquable en faisant ça. Donc moi, est-ce que je ne vais pas incorporer, ingurgiter un certain, non pas des recettes, mais en tout cas des manières d'être, de se positionner. Mais il ne souhaitait pas. Il ne souhaitait pas, mais je veux dire... Il ne souhaitait pas jouer à notre place, il le faisait quand il avait l'impression qu'on ne proposait rien. Oui. Maintenant, mais de la part de l'étudiant, de l'élève, oui. Mon point de vue est celui-là, c'est pas celui du maître. Voilà. De votre point de vue à vous, alors, comment ça se passait? Pierre, bon, il mettait en place, quand même, c'est quelqu'un qui mettait en place, quand on ne le faisait pas nous-mêmes. Donc, il organisait l'espace, c'était un metteur en scène aussi. Hein, oui. Voilà. Et surtout, alors, ce qui se passait surtout dans le travail, c'est une transmission d'expérience. D'expérience, je veux dire d'expérience vécue. C'est une transmission par l'expérience qu'il avait, lui, du plateau. Je me souviens d'une chose il disait toujours, ne boule pas. Voilà, le bouler, c'est évidemment la précipitation des mots dans la bouche. Oui. Et il racontait toujours, quand j'étais jeune, je boulais. Et un jour, j'étais sur le plateau, et je me suis dit, Pierre, tu ne vas pas bouler. Et je n'ai plus jamais boulé de ma vie. Et donc c'était cette transmission-là, Pierre. C'était... mais je crois qu'il avait le souci qu'on soit un peu mis à l'épreuve. Voilà. C'est ça. Il avait des chargés de cours qui étaient d'ailleurs encore moins accompagnants que lui. Bernard Coster, qui était un des chargés de cours de Pierre, était au contraire, lui, absolument, il demandait tout aux étudiants. Mais ça venait un peu plus tard. Pierre nous accompagnait, je ne suis pas en train de dire qu'il ne disait rien. C'est à quelle époque, au fond, je veux dire, les années... années... au conservatoire en 83. C'est ça. Et j'ai eu mon premier prix en 86. C'est ça. D'accord. Voilà. D'accord. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions tirées d'une interview que vous aviez donnée à la RTBF, donc la radio-télévision belge francophone, en mars 2012. Alors, première question tirée de cet entretien, de cette époque-là, vous disiez « Je pratique un théâtre où le corps a une grande place ». Je vous poserai ensuite d'autres questions. Est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu expliciter cela? Voilà. Alors, voilà. Donc oui. C'est une citation in extenso. Alors, je suis toujours d'accord avec ça. Voilà, c'est ça, oui. C'est tout à fait vrai. Donc ça date d'il y a 6 ans. Hein. Voilà. Je pense que le corps, c'est le lieu du théâtre. C'est là que ça se passe. Il y a le corps de l'acteur et il y a le corps du spectateur. Et c'est vraiment entre la transmission entre les expériences que peuvent faire ces corps que ça peut se passer. C'est étrange parce que ça pourrait faire un lien avec le désarroi pédagogique dont je parlais. Comme étudiant, j'ai eu souvent dans la tradition occidentale la sensation qu'on me disait que le jeu
était lié à la psyché, à la mobilisation consciente de la psyché, voilà, qui était effectivement issue d'une tradition pédagogique assez ancienne, et notamment à Stanislavski, évidemment. Hein. Or, je pense, comme Stanislavski, que le jeu suppose la connexion avec l'inconscient. Voilà. Maintenant, je trouve paradoxal, d'un certain point de vue, de conscientiser ce qui est inconscient. Parce que si on conscientise l'inconscient, on le dégoupille, il n'a plus de puissance. Donc j'en suis venu, pas par opposition, mais pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait justement quand je n'arrivais pas, à l'objectif qu'on me demandait d'atteindre, à me dire et à chercher du côté du corps et notamment de la sensation et du lien qu'il y a entre la sensation et la mémoire, et notamment la mémoire inconsciente, la mémoire profonde, et en arriver à cette conclusion que le jeu en fait est généré par le corps dans la mesure où il perçoit. La perception réveille la mémoire profonde et permet de jouer des choses qu'on n'a parfois pas vécues, mais dont on a vécu des événements analogues. Et donc, pour moi, le meilleur professeur de théâtre, c'est Marcel Proust. Oui, voilà. Je pensais justement à la Madeleine tout à l'heure. J'ai fait l'association il y a quelques minutes, parce que quand vous parliez de mémoire inconsciente, le narrateur Marcel, voilà, le rejaillissement le narrateur qui traverse la cour de Guermantes, voilà, à la fin de la recherche, et qui s'arrête au milieu, troublé par une émotion, et qui, au lieu de l'analyser, fait marche arrière et refait le même trajet, et réprouve la même sensation sous son pied, du pavé inégal de la cour de Guermantes, qui lui rappelle le pavé inégal de la place Saint-Marc, le dernier grand voyage de sa grand-mère, et où il dit cette chose magnifique, ce pavé me disait, j'ai bien connu votre grand-mère. C'est ça, oui. Et donc, tout ce que l'acteur, je pense, a pour fonction de réveiller sa mémoire inconsciente. On peut, par exemple, avoir une idée adulte de ce qu'est l'abandon définitif, par exemple, même si on n'a pas encore vécu. Parce qu'à 3 ans, maman a lâché la main dans la cour de récréation de l'école maternelle. Oui. Et que cette sensation-là, le corps l'a enregistrée. Elle est dedans, elle est là. Elle est là. Et on la réveille par l'engagement du corps, par la respiration, par le contact avec l'autre corps, par le rapport des distances entre les corps, par la question des rythmes, des choses comme ça, voilà. Donc, pour moi, le corps est absolument central. C'est la machine, et évidemment, ce qui est vrai pour le spectateur, pour l'acteur, est vrai comme un cercle concentrique d'un caillou qu'on jette dans l'eau qui s'agrandit pour le spectateur. C'est évidemment en faisant éprouver des sensations au spectateur qu'on a une chance de réveiller sa propre mémoire profonde et de lui faire accéder à un certain nombre de choses auxquelles on espère qu'il accédera, sans les contrôler d'ailleurs. Voilà. Le théâtre, c'est ce moment magique qui n'est pas seulement un discours, mais qui est aussi un événement, qui est vécu dans le corps. Tout à fait. Et donc, comme spectateur, on a une liberté subjective inévitable, puisque on vient avec son histoire, son... Heureusement, je dirais. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à la chose. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, le corps, à cet endroit-là, joue un rôle déterminant. Ça a eu des conséquences sur ma manière de voir la mise en scène. Et notamment la question de la dimension des jauges, de la dimension des salles, de l'organisation du rapport au public, de la destruction du quatrième mur, d'une certaine promiscuité à chercher avec les spectateurs, voilà, d'un contact le plus grand possible. Voilà. Ça a été central pour moi parce qu'effectivement, le corps, me semble-t-il, est le lieu où ça se passe. Et au fond, tout ce que vous dites, comment dirais-je, nous relie ici, ou plutôt vous relie à ce que vous disiez dans la même interview. Vous disiez « j'aime troubler les spectateurs ». Oui. C'est ça, au fond. Oui, voilà. La question du trouble, c'est celle-là. Donc je crois qu'on ne peut plus... Alors ça, là, peut-être on va devoir poser des questions politiques, mais on ne peut plus vivre dans l'enthousiasme brechtien. Hein? Pasolini l'a dit, le temps de Brecht est définitivement révolu. Ouais. Ça ne veut pas dire que Brecht est révolu, ça veut dire que le temps de Brecht n'est plus le même. Donc on ne peut plus vivre dans une espérance objective du point de vue politique. On est obligé de réinterroger, par exemple, le point de départ de la solidarité, le point de départ qui fait que c'est plus joyeux pour un être humain d'être solidaire que d'être isolé.
cette chose doit se réincarner, on doit repartir un peu du début. Oui. Or, on est dans un monde d'isolement. Donc le point de départ, c'est le trouble. Le point de départ, c'est faire vaciller les certitudes dans lesquelles les spectateurs, et nous d'ailleurs, sommes. Des certitudes qui ne sont pas toujours des certitudes électives, qui sont des certitudes imposées. Enfin, des certitudes qui n'en sont même pas, qui sont presque inconscientes, des comportements automatiques, des modes de pensée uniques, systématiques, qu'il faut pouvoir faire dérailler. Je pense que quand, par exemple, Pasolini, puisque c'est un auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je continue. Ben oui, bien sûr, je comprends d'ailleurs. Ah, oui. Pasolini avait quand même, surtout si on parle du cinéma, mais aussi dans la poésie, et dans l'écriture. Et si on prend le cinéma, il y a des choses évidentes. Certains films de Pasolini, notamment le dernier, Salaud, les 120 journées de Sodome, sont des chocs d'abord, des chocs physiques. C'est-à-dire qu'on reçoit d'abord on est bouleversé, on est troublé, si on tient le coup. Les spectateurs parfois s'en vont. Et la deuxième vision du même film fait entendre la parole. C'est-à-dire que tout d'un coup on entend ce qui se dit autour de ce trouble physique. Et là, ça devient extraordinaire, parce que quelque chose s'est ouvert. J'ai vu Pasolini, j'avais donc 17 ans, parce que j'étais à Louvain-la-Neuve, donc au début de mes études, tout juste 18 ans. J'ai rien compris, mais j'ai jamais oublié. Et ce trouble-là, c'est ce que je continue à chercher, qui peut permettre qu'on soit renvoyé plutôt à soi qu'à quelque chose qu'on nous servirait, ou qu'on nous expliquerait, qu'on soit renvoyé plutôt à soi-même, au travail qu'on fait soi-même par rapport à ça. Je voulais vous poser une question. Vous avez évoqué l'idée qu'on allait vers le politique. Au fond, l'acte théâtral est-il toujours un acte de nature politique? Oui. Vous évoquiez il y a quelques instants Pasolini, et donc moi, parce que Pasolini est vraiment un auteur qui explicitement est politique, voilà, et je pense en particulier à ses nombreuses analyses. Et alors la première partie, je ne sais pas si vous les connaissez, des lettres luthériennes, oui, bien sûr, donc où il explique au fond que cette Italie d'après-guerre est une société post-fasciste, dit-il. Oui. Et quand il parle du rapport entre les fils et les pères, le rapport, je dirais, de cette bourgeoisie qui, au fond, d'ailleurs, hélas, c'est d'actualité en plus de ça, donc il de faire un dessin de ce qu'est devenu, parce que là, on n'est même plus dans l'inconscient, on est carrément dans l'explicite, dans l'Italie politique. Est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu développer l'idée que la parole est politique et que le théâtre est un acte politique, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a certainement des tas de metteurs en scène ou d'auteurs qui vont dire ben non, mon théâtre a des visées esthétiques ou autres, enfin peu importe, on peut imaginer différentes réponses, mais en quoi le théâtre, au fond comme le théâtre antique dans l'Athènes du 5e et du 4e siècle, le théâtre est un acte fondamentalement politique qui est même, je dirais même, au cœur de l'organisation de la cité. C'était le cas, en tout cas, dans l'Athènes du 5e et du 4e siècle. Le théâtre l'est toujours parce qu'il est un rassemblement. Un rassemblement des corps, un attroupement. Ça, c'est forcément politique, parce qu'on se découvre plusieurs au théâtre. Oui. On pourrait dire que d'autres formes d'art rassemblent, par exemple le cinéma, les arts, mais on est rassemblés, mais seul, face à ce qui se passe. Tandis qu'au théâtre, on ne peut pas jamais oublier le fait qu'on est plusieurs. Parce qu'il y a des imperfections techniques, justement, parce qu'on sent l'humanité partout, et donc c'est un acte de rassemblement, de convergence. En soi, c'est une incarnation de la cité ou de la communauté, potentiellement. C'est toute la difficulté de la diversité des publics, etc. C'est une question extraordinairement complexe, que Pasolini a résolu à sa façon, on peut en parler après éventuellement, mais le rassemblement a d'essence politique. Donc même si on ne parle pas de politique, en soi, c'est un acte politique, collectif, commun. Donc il est inévitable que le sujet principal soit l'interrogation de cet acte-là, d'abord, même si on en fait
si après on livre un divertissement ou quelque chose effectivement de purement esthétique, mais ce rassemblement, et alors c'est encore plus vif, me semble-t-il, à l'heure virtuelle. Parce que c'est un rassemblement qui suppose un déplacement de chez soi, et le corps est là, le corps est présent. Donc c'est charnel en plus. Donc, oui, je crois que le théâtre est par essence politique à cause de l'attroupement. Après, la question devient qu'est-ce qu'on fait alors? Et donc, pour moi, le théâtre n'est pas le lieu de la démonstration politique, mais il est le lieu de l'interrogation des valeurs qui fondent le contrat social. Il interroge par la dramatisation les valeurs qui fondent le contrat social. Bon, évidemment, vous avez parlé des Grecs, la pièce des pièces, voilà, on prend Antigone, voilà, bon, oui, bien sûr. Voilà, bon, c'est la loi, c'est mon frère. Et alors là, voilà. Et le rôle d'Antigone peut être interprété de manière complètement diverse. Pour certains, Antigone, c'est celle qui est l'anarchiste, puisqu'elle s'oppose à Créon. Et d'autre part, certains interprètent la chose en disant « Mais non, c'est Créon qui est l'anarchiste, parce que elle, Antigone, fait appel à ces lois qui existent depuis toujours, les lois des dieux, donc c'est elle qui fait référence à une loi encore plus universelle, alors que Créon, lui, au fond, il fait référence à une loi qui est contingente, qui est celle de la cité, mais qui peut donc être changée par l'être humain. Il y a la double interprétation par rapport à Antigone. Hein. Moi, alors après, évidemment, mais c'est politique dans tous les cas. On peut l'interpréter dans les deux sens. Voilà. Bon. Ce qui est sûr, c'est que la pièce pose la question de l'articulation du droit positif et du droit naturel. C'est ça. Et que ça, c'est le fond. Et le droit naturel naît de l'expérience, de nouveau. Hein? Donc, le théâtre montre un conflit, incarne un conflit, ne fait pas une démonstration théorique, mais incarne un conflit qui va poser une question de droit naturel par rapport au droit positif. Voilà. C'est un peu basique, c'est fondamental. Mais donc c'est pas un discours. C'est pour ça que le trouble est essentiel. Hein, Pasolini a été très provoquant là-dessus. Il dit le théâtre facile est objectivement bourgeois. Le théâtre difficile est pour l'élite bourgeoise cultivée. Le théâtre très difficile est le seul théâtre démocratique. Bon. Le théâtre très difficile est celui qui va aller jusqu'à perturber l'élite bourgeoise cultivée. Qui va l'ébranler. Donc il est évidemment en dehors du mythe du théâtre populaire. Hein. C'est très douloureux pour lui de le faire, mais il le fait courageusement, dans un manifeste. Parce qu'il dit le public, objectivement, appartient majoritairement à la moyenne, à la grande bourgeoisie. À la petite, moyenne, grande bourgeoisie. Plutôt moyenne, on va dire. Moi j'en viens, donc je connais mon animal, puisque c'est moi. Oui, oui. Puisque c'est moi, voilà. Donc, mais dans animal, il y a anima aussi. Ici, je fais un jeu de mots, hein, parce qu'il n'y a pas d'étymologie. Comment? Vous faites un jeu de mots claudélien. Oui, oui, voilà, parce que quand on parle des animaux qui n'ont pas d'âme, voilà. Oui. Parce que par exemple, bon, je suis tout aussi intéressé de mettre en scène Pasolini que Claudel, par exemple. C'est ça, oui. Il est évident que, mais je crois que personne... Ce qui paraît, évidemment... Personne ne met en scène de l'autre côté des éventail, évidemment. Oui. A priori, on dit idéologiquement, on pourrait dire que c'est le contraire. Mais oui, bien sûr. Mais la question n'est pas évidemment la célébration du catholicisme universel. C'est ça, oui. Mais l'interrogation de ce qui fonde le catholicisme universel. C'est ce qui fait que Vitesse peut monter sur de Satan en disant, j'étais là à la conférence de presse, Monté Claudel me fait prendre le risque de la conversion, et évidemment cette conversion n'a pas lieu. Oui, oui. Voilà. Et inversement, ça peut arriver pour un grand catholique de monter Bertolt Brecht. Parce qu'il y a à l'intérieur de ces œuvres qui sont grandes, parce que c'est ça qu'il fait évidemment, et donc, comme disait Brecht, grandes parce qu'elles sont complexes, parce qu'elles abordent les questions de manière complexe, et pas en les simplifiant. On est dans le débat sur les valeurs qui fondent un projet de société, et pas sur le développement d'un discours
sur un projet de société. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que le temps de Brecht était fini. Brecht pouvait encore vivre dans l'espérance de l'avènement communiste idéal. Mais je disais justement, quand vous parliez de Claudel et d'autre part de Brecht, je me suis dit, oui, mais au fond, il y a quelque chose qui les réunit, c'est quand même une certaine idée messianique. Oui, la foi. Voilà, la foi. Oui. Hein, vous parlez d'espérance, maintenant c'est pour ça que... Voilà. Maintenant je vous laisse poursuivre, hein, c'est parce que j'ai fait le lien à ce moment-là. C'est tout à fait ça. Brecht a dit qu'il était communiste parce que sinon il serait devenu fou. Et je pense que Claudel pouvait dire la même chose de la conversion. Et donc ce qui est intéressant dans ces matériaux-là, c'est qu'ils mettent la crise à nu. C'est ce qui fait que l'œuvre de Brecht dépassera de loin les brechtiens orthodoxes. Parce qu'elle est beaucoup plus... elle est troublante en fait. Elle est mouvante, elle est puissante en fait. Elle incarne, elle complexifie, elle est... Voilà. Claudel, c'est la même chose. Moi, je travaille régulièrement Claudel parce que dans le passage obligé que je donne à l'école, il y a la question du drame lyrique, donc on finit par tomber quand même soit sur Victor Hugo, soit sur Claudel. C'est ça. Et je constate que des jeunes aspirants artistes de 20 ans sont passionnés par ça, alors que dans Souliers de satin, il y a de longues digressions théologiques et tout, mais parce que c'est la mise en jeu de ça qui compte. C'est la mise à la question de ça. Et elle s'est mise à la question par le corps, par le rapport des corps entre eux. Voilà. C'est inquisitorial quand on parle de mise à la question, parce que tout de suite on pense mais je à l'Inquisition. Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Oui, mais quelque part, c'est sans doute pour nous provoquer, moi et ceux qui nous écoutent ici, peut-être pour nous troubler, justement. C'est disséquer la bête, quoi. C'est la montrer à l'endroit où on n'a peut-être pas envie de se voir. Oui, oui. Voilà, mais ça n'empêche pas le rire, ça n'empêche même pas la jouissance, ça n'empêche pas l'élément esthétique qui est... mais au théâtre, une esthétique qui serait de pure forme me semble complètement inimaginable. Le théâtre, ça pèse quand même concrètement de tout son poids sur le sol, quoi. C'est une chose... voilà, si l'acteur a un rhume, il sniffe, quoi. Oui, bien sûr, oui. Donc je veux dire, on ne peut pas aller dans l'abstraction pure, dans la forme pure, on est dans la relativité inévitable. Sans parler du spectateur qui a un rhume, hein, de la vieille dame qui ouvre les bonbons à la menthe pendant le moment le plus silencieux du spectacle. C'est un art bâtard qui touche au performatif pur. C'est ça. Où le présent a une place énorme. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je fais des associations d'idées, évidemment, quand vous parlez, parce que ça suscite, heureusement, je dirais, beaucoup de choses dans mon vécu, et alors dans ma réflexion aussi. Quand je me demande, au fond, si... Enfin, c'est pas je me demande, ça me paraît assez évident, si, au fond, dans l'Antiquité, il n'y a pas eu récupération du trouble provoqué lors des représentations, lorsque ça a été théorisé. Par définition, la théorisation vient souvent après, elle vient souvent après, par Aristote, lorsqu'il dit en fait que la fonction de la tragédie grecque est de provoquer la catharsis. Mais la catharsis, qui signifie donc l'épuration, le nettoyage, voilà, de l'intérieur, mais pour arriver à l'ordre. Oui. Parce que c'est ça, c'est susciter le trouble pour faire rejeter, ressortir tout ce qui est perturbant, et puis après ça, on se sent mieux. Et l'ordre social est rétabli, parce que c'est ça que vise Aristote. C'est un conservateur, c'est pas un révolutionnaire du tout. C'est Dionysos, c'est l'effet. Voilà, c'est ça. Donc en fait, la notion de trouble a quelque chose qui est récupérable, en tout cas dans la théorisation. Alors maintenant, je ne dis pas que c'est vécu comme tel par ceux qui vivent, parce qu'on vit en tant que spectateur la pièce que l'on voit. D'ailleurs, le mot pièce, c'est un mot qui est inventé bien après, mais au moment même, c'est la confrontation de l'ordre divin, de l'ordre social, enfin voilà, il y a un enjeu vraiment existentiel qui se passe. Je parle des Grecs ici parce que bon, c'est quand même à l'origine, hein, voilà, on pourrait parler de périodes ultérieures de l'histoire, mais à ce moment-là, c'est quelque chose qui est vraiment existentiel parce que ça remet en question l'organisation de la cité, mais alors c'est récupéré par un philosophe comme Aristote qui, vous avez bien compris ce que je veux dire, quoi, voilà. Malheureusement, beaucoup de choses, surtout maintenant, à l'époque qu'on vit,
sont aisément récupérables. C'est ça. Il y a peut-être une valeur que le théâtre, enfin quelque chose que le théâtre permet, c'est l'exposition et le partage de la fragilité. À cet endroit-là, peut-être aussi parce que c'est une forme qui est aujourd'hui confrontée à d'autres formes qui peuvent sembler plus parfaites, ou plus, et que le trouble au théâtre est lié à une fragilisation, à une acceptation par l'acteur et le spectateur d'une forme de fragilité qui permet de communiquer. À cet endroit-là, il reste peut-être un trouble irrécupérable, parce qu'il atteint l'histoire intime aussi. L'articulation de la dimension politique et de cette intimité, de l'intimité, comme ça, je parlais de l'inconscient tout à l'heure, ça c'est une bombe quand même à retardement, je crois. Quand même. Pour ça, c'est pas intéressant de lire Artaud, là, justement. Ben oui, mais voilà. Voilà, parce que je pense tout de suite à Artaud, hein, parce voilà, que... Voilà. Voilà, qui est l'anti-Aristote, si je puis dire. Oui, mais je serais plutôt du côté d'Artaud. Oui, bien sûr. Comme créateur, je comprends tout à fait. Oui. Non, mais c'est parce que vous avez fait quand même un peu d'études de philo, mais, mais vous n'avez pas continué, il y a peut-être une raison aussi. Peut-être rester dans le pur rationnel, parce qu'au fond, un philosophe, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui n'est pas dans la création au sens où on entend dans notre conversation ici. Un philosophe, effectivement, pense, il essaie de repenser, mais il n'est pas dans l'émotion. Normalement, il est dans la raison. Ben, Aristote voilà, il est dans la raison. Les poètes de la République. Hein, ben oui, tout à fait. Donc, enfin, en tout cas, intellectuellement. Et le mot poète, lui-même en grec, ça veut dire quand même... C'est celui qui fait, qui fabrique. Voilà. Hein, d'accord, la poésie, c'est l'acte de faire. L'action. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans le mental rationnel. C'est ce que Pasolini a magnifiquement redéfini hein, quand il dit qu'il veut jeter son corps dans la lutte et s'exprimer par des actes. Hein, il dit que tous les êtres humains font des poèmes d'action. Il dit, Lénine a fait un grand poème d'action. Voilà. Mais on peut faire des poèmes d'action plus modestes. Le théâtre, c'est vraiment c'est l'implication du corps, c'est pour ça qu'évidemment on revient tout le temps à ça. Et donc c'est l'acte, c'est la question de l'acte. Et l'acte, par définition, ne peut jamais être, je veux dire, univoque. Il est toujours interprétable, c'est le mot-clé. Hein. C'est un mot qu'on prend souvent à l'envers. Interpréter, c'est souvent considéré pour un acteur comme une mimétique plus ou moins approximative. Mais l'interprétation, c'est aussi l'interprétation de l'augure. Hein. C'est l'interprétation de ce qui se produit à partir de la mise en jeu. Et elle n'appartient pas qu'à l'acteur. Elle appartient aussi au spectateur. Il y a une part qui doit échapper à l'acteur, et au metteur en scène et à tout le monde. Une part d'interprétation qui reste active au moment de la représentation. Ça, c'est très... Artaud ne démentirait pas. Mais je crois que c'est tout à fait... C'est pour ça qu'on va au théâtre. Parce que il y a une chose que je dis toujours à mes étudiants, ne me demandez pas si j'ai bien aimé à la sortie, parce que je ne vais pas au théâtre pour ça. C'est pas pour ça que je suis peine à jouir ou que j'ai pas un problème de plaisir. Mais il y a d'autres divertissements plus efficaces que ça. Au théâtre, on ne va pas pour ça. On va pour vivre quelque chose. On espère quelque chose. Mais qu'est-ce que vous avez comme échange avec vos spectateurs, vos spectatrices, que vous rencontrez régulièrement après vos spectacles? Comment ça... Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment... je ne sais pas comment ça se passe par définition, puisque je n'y suis pas, mais cet échange est essentiellement fait d'écoute. S'il y a échange, ça veut dire que chacun intervient ou fait part de son vécu, de son expérience. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en retenez. Est-ce que ça vous étonne ? Au sens, puisqu'on sait que le mot tonnerre est lié au mot étonné d'ailleurs, donc c'est quelque chose qui secoue, être étonné d'ailleurs, enfin c'est le sens, quand on lit Racine, quand on parle étonné, mais il ne faut pas le prendre dans notre sens, oui, hein, c'est étonné, je suis ébranlé, c'est ça être étonné. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous-même vous avez un sentiment d'incompréhension, de dire ben c'est dommage, bon, qu'il soit pas passé, qu'il soit passé à quelque chose de ce que j'ai essayé
de transmettre ou pas. D'ailleurs, votre objectif n'est peut-être d'ailleurs pas de transmettre, hein, je n'en sais rien. Comment ça se passe quand même, cet échange avec... puisque je sais que vous aimez bien les rencontrer. Oui, je vois pas très bien pourquoi je ferais ça. Si et aussi, est-ce que vous en retenez quelque chose de ce qui vous explique, de leur ressenti, de leur vécu, pour des représentations ultérieures en cours de la même saison? Le spectateur, il raconte son spectacle. C'est le sien. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et il est tout aussi légitime que le mien, en fait. Il y a quand même, heureusement, des points de convergence, on arrive à se comprendre, hein, sinon, qu'est-ce qu'on ferait hein? Être humain, ça serait difficile. Ouais. Mais j'ai eu des expériences parfois très très étonnantes. J'ai monté donc l'annonce faite à Marie de Claudel, j'avais 27 ans. Je l'ai monté à la demande du petit-fils de Claudel qui avait vu l'échange, qui m'a dit vous devriez monter l'annonce. J'étais consterné, pour moi c'était une bondieuserie infecte, sulpicienne, insupportable. Donc Et puisqu'il me l'avait demandé, je l'ai relu. Oui. Et j'ai été agité de sanglots violents. J'ai pleuré. Je ne comprenais pas pourquoi. Et donc j'ai monté la pièce parce que je ne comprenais pas pourquoi. Ça m'émouvait. Parce qu'en fait, quelque part, mes convictions, j'allais dire intellectuelles, étaient en lutte totale avec ça. Oui. Et pourtant, j'étais ému. C'est exactement comme ça que Claudel parle de sa conversion. Il dit que toutes ses convictions intellectuelles étaient matérialistes, mécanistes, monistes, enfin voilà, donc, très claires, et que cette émotion s'opposait complètement à ça, et qu'en même temps elle était une évidence indiscutable. Bon. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre, moi qui ne suis plus du tout catholique, alors que je l'ai été, pourquoi malgré tout ça me bouleversait. J'ai le père d'une des comédiennes, qui est architecte, qui vient voir une répétition, voilà, puis on part, puis je mange chez eux, et je dois écrire mon dossier, formaliser, d'expliquer, et je suis dans la merde, hein, je ne sais pas comment expliquer pourquoi ça me paraît fondamental de monter ça, c'est brutal. Et à un moment donné, il m'a dit une chose, il m'a dit, mais ton truc en fait c'est l'oralité. Et alors, parce qu'effectivement, la résurrection de l'enfant, c'est une histoire de résurrection d'enfant, donc rien que ça, hein, quand même. Non, c'est pas une blague. Hein. Il faut y aller, hein, quand on est laïque convaincu, il faut y aller sérieusement. Hein. La résurrection se produit à la faveur d'un chant. C'est une vibration sonore. C'est une émotion sans explication. De l'ordre de ce qui a ému Claudel, puisque c'était des enfants qui chantaient Notre-Dame. Quelque chose qui n'est pas du tout une explication théologique, absolument pas une adhésion intellectuelle. C'est exactement le contraire. Si je raconte ça, c'est parce que on parlait des spectateurs. Et que donc, un soir, à l'annonce, j'avais donc moi 27 ans, avec une expérience de vie relativement courte. Mais quand même, en ayant fait ce trajet-là pour essayer de comprendre. Et un monsieur qui devait avoir à l'époque 50 ans, je crois, un médecin, que je ne connaissais pas, vient me voir. Comme je suis là tous les soirs, les acteurs me connaissent, je finis par faire le lien, voilà. On était dans un lieu très convivial où les gens restaient très tard le soir, et donc il était relativement tard, il vient me voir, et alors il m'explique, il me dit c'est formidable ce que vous avez fait, les 4 éléments, l'air, le vent, l'eau, il m'explique magnifiquement toutes ces choses, et puis ils font en larmes sans s'expliquer. Et ce sont ces larmes évidemment qui sont essentielles à ce moment-là. Oui, bien sûr. C'est évidemment l'endroit où lui ne sait même pas encore, pas plus que moi je ne le savais, à quel endroit cette chose-là va changer quelque chose. J'ai toujours monté des textes, presque toujours, que je ne comprenais pas. Mais qui me... Les premières fois que j'ai travaillé sur Pasolini, je ne comprenais rien. J'avais des références historiques, mais enfin, Pasolini, c'est encore plus compliqué que ça. L'intrication entre l'intime et le politique est extraordinairement dense. Et donc il faut rentrer dedans, il faut presque mettre de l'eau pour que les éléments se dissolvent. Et c'est comme une enquête. C'est comme une enquête. On rejoue Édipe roi en permanence. On part à l'aveugle, on essaye de comprendre, de voir. C'est un oui.
Et c'est l'image de Beauchot, hein, Oui, oui, tout à fait. qui dans Ellipse sur la route raconte que l'aveugle, faisant des pas irréguliers, a dessiné avec ses pieds le premier amphithéâtre. Il arrive après à Colonne, quoi. Hein. À l'aveugle, on avance à l'aveugle. Il y a des choses qu'on sait, évidemment. On sait quand même un peu pourquoi on fait les choses, il ne faut pas exagérer. C'est Ellipse sur la route que vous avez mis en scène de Oui. Beauchot. Ah oui, Oui. c'est ça. Il y a en scène deux textes de Beauchot. C'est un très beau texte. Hein. Et le boulevard périphérique. Ah oui. Qui à mon avis est le chef-d'œuvre. Mais par exemple, le boulevard périphérique, puisqu'on parle de Beauchot, Beauchot est quelqu'un qui part de l'obscurité, qui vit l'expérience de la mobilisation et de la guerre et de la défaite, comme une tragédie inexplicable, notamment son incapacité à s'engager immédiatement dans la résistance, il l'a fait plus tard, mais il a porté de manière très très lourde jusqu'à la fin de sa vie. Je l'ai quand même vu très tard, puisque j'ai monté le boulevard quelques jours après sa mort, quelques mois. Ces archives sont à l'UCL, je crois, à l'Université de Louvain. Non, je l'avais Non, mais ces archives, je veux dire. Non, je l'ai fait au poème. Ah oui. Au poème 2. Oui. Non, mais je parle des archives. Sont à l'UCL. Oui, je parle des archives. Hein. Oui, bien sûr, Voilà. bien sûr, il a tout cédé là-bas. Oui, c'est ça que je parlais. oui. Et il a mis 50 ans à écrire ce livre autour de cette obscurité. Oui. Et un des personnages centraux du récit, dans le récit, puisqu'il prend la voiture pour aller visiter sa belle-fille qui est en train de mourir d'un cancer, et il est obligé de prendre le boulevard périphérique, donc il y a des bouchons, donc il est coincé dans les bouchons très longtemps, Oui. et ça réveille un souvenir très ancien de la résistance. Bon. Mais ce livre a été commencé en 1945, hein, donc il faut... Et le personnage central de ce roman s'appelle Shadow. Shadow, en fait. L'ombre. Avec des consonances dostoïevskiennes. Oui. Et shadow aussi, ça veut Oui, dire oui. l'ombre, la part d'ombre. Oui, oui. Il y a une anecdote amusante, c'est que je lui avais dit, mais je voudrais bien appeler le spectacle Shadow. Il m'a dit, Frédéric, je ne vais pas utiliser un mot anglais à mon âge quand même. Essayer de faire moderne. Je vous propose Combat avec l'ombre. C'est de Combat avec l'ombre. Ça pourrait bien résumer le travail théâtral, ça, le combat avec l'ombre. C'était il y a quelques années, dans la rue d'Écosse, hein, ici un peu plus loin. Oui, c'est ça. Tout à fait, oui. Le combat avec l'ombre, ça résume assez bien le travail théâtral, je trouve. On se bat avec une ombre qui fuit, qu'on atteint plus ou moins, voilà, et que les spectateurs en retour, parfois, éclairent. Je me souviens à la sortie d'une représentation de Lisez dormir pour mourir de Willems, une dame, de nouveau, adulte, moi j'avais, c'est 92, donc j'avais 29 ans. C'est juste, hein, oui, je suis de 63, 29 ans. Et elle me dit, elle arrive en larmes à la sortie, et elle me dit, je n'ai pas parlé à mon père. Bon, son père appartenait à la phalange fasciste, espagnole. Et je me dis, mais où est-ce qu'elle a été chercher ça dans la pièce de Paul? Et effectivement, la pièce, c'est une jeune petite fille qui est abandonnée par son père, qui est mobilisée, et qui est obligée de survivre toute seule dans cette maison. Mais on est à un milieu de ça, évidemment. Mais c'est ça son spectacle, c'est ça qu'elle prend, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et c'est profondément exact en plus. Oui, on va faire une relecture, une réécoute, en tout cas, tout à fait. Oui, et je suis certain que Paul aura entendu ça dit, oui. parfaitement bien. Beaucoup de justesse. Oui. Voilà. Je sais que vous aimez bien mélanger les genres. Et vous aimez bien faire dialoguer donc le théâtre avec d'autres formes artistiques comme les arts plastiques, la musique, la danse, le cirque. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser au fond ce que vous organisez, ce que vous mettez en scène en tenant compte de ces différentes formes justement? C'est un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que quand on a fondé notre première compagnie des ateliers de l'échange, autour de la table où on a bu beaucoup pour trouver le nom et fonder l'association, il y avait un plasticien, un écrivain. Voilà, oui. Donc on était d'emblée là-dedans et donc le collectif fonctionnait là-dessus. On disait polyvalence et complémentarité, voilà, c'était ça. Et donc on changeait de rôle.
l'acteur se mettait à devenir metteur en scène, l'auteur... Ah oui, donc il y avait une polyvalence. Donc aussi. on fonctionnait de cette façon-là. Voilà. Oui. Donc j'ai baigné dedans pendant 10 ans. C'est la matrice de tout ce que je fais aujourd'hui, cette expérience de collectif. Ça a été vraiment... Voilà. Quand vous dites la matrice, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous continuez à mélanger ces genres. Je continue à les mélanger et je suis dépositaire de ces expériences vécues-là qui continuent à avoir des développements. Oui, j'ai toujours travaillé avec différentes disciplines, surtout depuis les ateliers des chants. Et ça dépend vraiment, c'est la forme en fait qui appelle les différentes confrontations. Ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt sur le mode de la polyvalence, c'est-à-dire de la prise en charge de l'ensemble des éléments d'une représentation qui a des implications en termes de mouvement, en termes de plastique, en termes de son, de musique, de composition. C'est laisser les responsabilités glisser, avoir un dialogue, voilà. Mais ça se traduit parfois de manière plus visible par la présence de ce qu'on pourrait appeler la danse. Mais c'est toujours de la danse qui est directement liée à la dramatisation. C'est pas de la danse qui aurait une indépendance absolue, qui serait complètement... Comme il y a de la musique, mais elle n'est pas décorative, elle a toujours un lien direct avec la dramaturgie. Elle est souvent prise en charge en live. Enfin, est-ce que vous n'avez pas mis en scène aussi un opéra, il me semble? on a mis en scène plusieurs. Oui, oui, c'est ça. Mais vous pourriez peut-être en parler aussi. Oui, j'ai eu la chance de faire 2 créations mondiales d'opéra, ça c'est une grande chance. Oui. J'ai créé L'Uomo alla fiora in bocca de Luc Breweis, d'après Pirandello, qui était à la Monnaie. Oui. Ce qui est une expérience inoubliable. Oui, oui. Inoubliable. Luc est décédé maintenant, mais oui, c'est inoubliable. Parce que là, j'ai participé vraiment, et comme j'avais demandé à donner un workshop bien avant, Luc n'avait pas fini la composition, donc on a pu discuter, enfin c'était très intéressant. La dramaturgie est entrée dans la musique dans la dramaturgie, tout ça a bougé. Il y a des exemples assez beaux, mais dans la nouvelle de Pirandello qui raconte l'histoire d'un homme, c'est tout à fait prophétique, parce que Luc est mort de ça, un cancer qui au départ était un cancer de larynx. Le personnage central, qui est l'homme à la fleur à la bouche, en fait a un cancer, et il sait qu'il est condamné, il va mourir. Et il rencontre sur un quai de gare un type qui a raté son train, et donc il est obligé de passer la nuit avec lui jusqu'au lendemain. Et donc il parle sur ce quai de gare, en fait dans la brasserie de la gare en fait. Nous on l'avait transposé sur le quai, mais c'est dans la brasserie de la gare. C'est une nuit évidemment que le type est obligé de passer là parce qu'il a raté son train, et l'autre lui raconte sa vie, quoi. Et à la toute fin, il y a cette magnifique chose de Pirandello. Est-ce que vous avez déjà goûté les premiers abricots de la saison? C'est ce type qui va mourir qui raconte ça. Et qui parle de la saveur des abricots. Pour moi, c'était fondamental dans la nouvelle et c'était pas dans le livret. Et vous en avez monté d'autres alors, d'opéra? Oui, donc je viens de créer en novembre le premier opéra de Denis Boss, d'après Edgar Allan Poe, La lettre volée, qui était une expérience très intéressante. Et là, j'étais très, très présent aussi avec lui dans les étapes de la composition, à la Balsamine. Balsamine, oui. Donc à Scarbeck. Oui, avec Ars Musica. Oui. Mais j'ai adapté la bohème pour les enfants à la période de la nuit. J'ai monté mon diptyque avec le Breweis, Offenbach, Fleury restera chez lui. Et j'ai fait beaucoup de théâtre musical. J'ai monté Athalie avec les chœurs, dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville, où on était 60. Ah oui. J'avais 29 ans, c'était un peu un tour de force. Et on a créé mondialement la partition de Servaz de Koning, qui en fait, à l'imitation de Moreau qu'il avait fait pour Maintenon, avait fait pour une directrice d'orphelinat, enfin de pensionnat gantois, une musique originale pour Athalie, pour que les jeunes filles, comme à Saint-Cyr, apprennent à jouer, à danser, à chanter. Et donc on a créé cette musique mondialement parce qu'il lui avait demandé un acte et il s'est pris au jeu, il a fait les 4. Cette musique dormait, elle n'avait jamais été jouée, donc on en a fait la création mondiale. Donc la musique là, il fait beaucoup dans la mise en scène que j'ai fait des Géants de la Montagne, il y avait un opéra a cappella, parce qu'il y a une pièce dans la pièce, dans les Géants de la Montagne. La fable del figlio gambato, la fable de l'enfant échangé, et nous l'avions gardé en italien, et c'était un opéra a cappella chanté par les acteurs.
Donc là, la musique live a beaucoup d'importance dans ce que je fais, mais la danse aussi. Et qu'est-ce que vous avez en projet, au fond, pour la saison qui vient? Alors, Donc nous sommes, je le dis pour nos auditeurs et nos auditrices, nous sommes maintenant au mois de juillet 2018. Si un jour cet entretien devait être archivé c'est la saison 2019. Voilà, 2018-2019. Donc à partir de septembre, octobre, enfin je ne sais pas quand vous commencez. Donc on vient de terminer une saison assez importante avec une très grosse création mondiale qui s'appelait Botalamidele, qui tournait autour des coopérants, ou plutôt des Occidentaux qui vont faire des affaires au Congo, belges, voilà. Les Occidentaux belges, je veux dire. Oui. Cette pièce a beaucoup tourné, on l'a joué 60 fois, c'était une grosse année de production. Donc on va faire une forme un tout petit peu plus... Est-ce qu'on est aussi dans la catharsis dans ce cas-là par rapport à notre passé colonial? Voilà, oui, c'est ça, oui. Et c'est une comédie écrite par un Français du Nord, donc c'est très intéressant. Voilà. Je vais te faire un travail, justement, alors on parlait des différentes disciplines, qui va articuler différents temps, esthétiques et historiques, et différentes disciplines, autour du personnage de Néron. Et donc on articulera des extraits du couronnement de Poppée de Monteverdi, des extraits du Britannicus de Racine, et des extraits, des compositions et des textes de Jim Morrison. Pas Tacite. Non. Non, non, on aurait pu. Hein. On aurait pu. Oui. Disons que l'original, en fait, n'y est pas. Oui. Voilà. On part du baroque, on passe par le classique. Oui. Alors il y a un travail néoclassique en danse. Donc voilà. Donc, comme on sait, la langue racinienne est extraordinairement contraignante. C'est une prison en fait. Hein. Oui. Comment dire, Vitesse disait, on ne se touche pas, la tête éclate. En parlant de Racine. C'est exactement ça. C'est un théâtre de l'impossibilité du contact physique et d'une violence qui doit se débonder quelque part en dehors de la scène. Voilà. Et donc la tentative qu'on est en train de faire, c'est de laisser cette dimension charnelle, ce corps, ce contact physique, exister dans la danse qui se déploie au milieu du texte racinien comme un raptus, comme une ouverture baroque au milieu de la langue classique, qui va déboucher à la fin sur Morrison et la performance. Donc on va passer du théâtre classique à travers le baroque. Et vous pouvez rappeler, ce sera où et quand? Ce sera au Théâtre de la Vie au printemps, donc juste après les vacances de Pâques. Voilà. Et alors on va donc c'est rue Traversière, de nouveau à Scarbeck. Rue Traversière, près du Botanique. Oui, c'est ça. Et alors on fait une reprise des Femmes savantes de Molière, j'ai créé ça. Théâtre en liberté au Théâtre des Martyrs et qu'on reprend au Martyrs et en tournée. Voilà. Et alors on travaille en préparation de 2 projets futurs, mais qui demandent une élaboration plus longue. Le premier s'appelle Jessie, et c'est sur l'histoire que je vais essayer d'écrire avec lui, d'un fils d'ouvrier du Hainaut qui est devenu transformiste. Et donc c'est tout un trajet d'initiation sur sa propre identité, sortir de son milieu, trouver, voilà. Et comment Jessie, donc qui est ce personnage que les travestis ont un nom de scène, comment Jessie quelque part lui a sauvé la vie, c'est à peu près ça. C'est ça. On va travailler là-dessus. Sur le rapport entre son intimité par rapport à ça et aussi son rapport au public qu'il rencontre, qui sont les publics du Borinage. Il ne fait pas ça dans des lieux bruxellois spécialisés, il fait ça dans des ducasses, voilà. Donc c'est toute une aventure qu'on est en train de tenter, qu'on a initiée déjà par 3 jours. Et tout ça, c'est toujours avec votre compagnie? C'est toujours avec la compagnie, oui. Et alors on fait un autre travail qui va s'appeler En gros c'est ça, qui travaille avec des circassiens là, pour le coup. Donc sur Néron, on travaille avec des chanteurs d'opéra, des musiciens baroques, de la danse et du théâtre. Là, on va travailler avec la chanson française et du cirque. Sur les chansons d'Antoine Hainaut, qui est un jeune chanteur, c'est pas un jeu de mots, mais ennuyé, oui. Il est vraiment borin. Et c'est une espèce d'Hamlet contemporain, comme ça, qui n'arrive pas à sortir d'une certaine forme de procrastination joyeuse, comme ça. Et qui commence à prendre un peu de vent parce qu'il a 30 ans. Et donc c'est les questions métaphysiques, politiques, à travers la musique, le cirque, voilà. Eh bien, en tout cas, ces vacances ne seront pas des vacances non.
Surtout à ces chaleurs actuelles, ça ne doit pas être évident. En introduction, j'avais dit que je souhaitais ne pas terminer cet entretien sans évoquer les coups de gueule successifs que j'ai pu lire à différentes occasions par rapport au rapport que les pouvoirs publics peuvent avoir avec les arts du spectacle, les arts d'une manière générale. Tout à l'heure, on a évoqué par Pasolini, entre autres, on a parlé de Brecht, on aurait peut-être pu parler de Garcia Lorca aussi d'ailleurs, qui est aussi un auteur très, très, très politique. On a, comment dirais-je, plus qu'évoqué le rapport du politique par rapport, je dirais, aux acteurs, par rapport, comment dirais-je, à l'art d'une manière générale. Ce n'est sans doute pas par hasard que les rapports entre ces deux mondes, si on peut parler de monde, enfin ça c'est à vous de le dire, nous sommes tous dans le même monde, mais parfois on se pose la question de savoir si tout le monde vit sur la même planète quand même, à certains moments. C'est sans doute pas un hasard si ces rapports sont souvent conflictuels, parce que un homme politique est par définition quelqu'un qui est un calculateur. Ça peut être d'ailleurs à des fins tout à fait honorables, hein, mais doit tenir compte d'un certain électorat. Et les artistes s'adressent théoriquement à tout le monde, mais sociologiquement, il y a plutôt une classe sociale qui n'est pas visée, mais qui a peut-être, par sa culture, par la recherche d'un capital culturel, comme dirait Bourdieu, pour des raisons peut-être financières, et même certainement financières, c'est la classe moyenne qui va plutôt au théâtre. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu dire ce qui ne va pas dans ces rapports entre les pouvoirs qui devraient être subsidiants, et qui le sont quand même malgré tout en partie, et d'autre part, vous qui n'appartenez pas au monde du pouvoir, mais qui êtes des artistes subsidiés. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je crois que c'était il y a une dizaine de jours, je vous ai lu, et vous avez expliqué que vraiment vous faisiez le bilan de tout ce que vous aviez fait, et qui montrait qu'il y avait vraiment, ça avait nécessité beaucoup d'efforts, qu'il y avait eu un public très nombreux qui assistait à vos spectacles, que vous aviez fait beaucoup de choses, et qu'il n'y avait pas de réponse du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est récent. Je sais que vous allez partir dans peu de temps à Avignon, et on connaît le problème des intermittents en France, et que c'est un problème, voilà. Donc, ce n'est pas particulier, je dirais, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais il y a quand même un rapport particulier entre le monde des artistes et d'autre part le monde des politiques. Est-ce que vous pourriez développer cela en particulier dans le cadre qui vous concerne concrètement, pour une question de survie? Voilà. Donc je vais parler plutôt du théâtre, puisque c'est ce que je Oui, bien entendu. Il y a un gros problème avec le théâtre, c'est que ce n'est pas un art de masse. Donc je me suis un jour retrouvé dans le bureau d'un ministre de la Culture, avec qui je devais signer un contrat programme. Et il m'a dit, et c'est un homme intelligent, je ne vais pas citer son nom, mais c'est un homme intelligent. On sait déjà que c'est un homme. Plutôt de gauche. Donc ça... Voilà, avec les idées. Mais vous comprenez, quand je construis des logements sociaux, ça se voit. Mais si je vous aide, vous, qui est-ce qui le sait? Donc ça répond à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc il vaut mieux construire des stades de football, quoi. Il parlait plutôt de logements sociaux. Non, il était plus subtil. Oui, parce qu'on parlait de Néron tout à l'heure, et c'est vrai que le Circus Maximus et le Colisée étaient plus rentables politiquement. Le football est un divertissement de masse. Oui. Donc c'est sûr. Et donc, moi je pense que le malentendu essentiel, c'est que plus personne ne sait à quoi ça sert le théâtre. Et donc il y a une espèce de culpabilité. On a la sensation qu'il y a une espèce de patrimoine, entre guillemets, culturel, qu'on est quand même bien, on n'est pas des sauvages, quoi, donc il faut quand même pas, ça doit exister.
un peu comme il faut des guirlandes dans les rues pour les fêtes, quoi, parce que sinon les gens sont perdus. Si on fait disparaître le théâtre, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne sait plus très bien pourquoi. Je pense que ce n'est pas seulement la responsabilité des politiques. Je pense que c'est aussi la nôtre. Des citoyens, c'est ça. Mais je parle je parle même de nous parfois. Ah, des artistes. Parce qu'on a parfois du mal à formuler les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. On ne le fait pas. Et alors, bon, ça c'est la fameuse question du combat de pauvres qu'avait de manière indécente évoqué une ministre de la Culture par le passé. On finit par ne plus se retrouver sur les choses essentielles et passer notre temps à nous autodétruire. Et donc, pour le pouvoir, c'est assez facile de tirer les marrons du feu. C'est assez simple. On vous met en concurrence, c'est ça. On est en permanence mis en concurrence. Et les commissions d'avis sont composées de gens qui sont souvent jugés partis, donc ça met dans des situations quasi impraticables. Et c'est une chose qui sait, même si j'ai raconté tout à l'heure que la première compagnie avait eu du mal à se faire subventionner, ce qui est vrai, il y a des réseaux, des choses comme ça, bon, voilà. Mais le durcissement de la concurrence est une évidence depuis que je fais du théâtre. Moi, je le sens maintenant. D'ailleurs, les bilans qu'on nous demande de rendre aujourd'hui sont beaucoup plus chiffrés, ce qui n'est pas a priori la meilleure manière d'évaluer ce qu'on fait. C'est une question qualitative nettement plus importante et plus déterminante, mais elle est plus difficile à évaluer. Et donc la mise en concurrence est de plus en plus féroce, non seulement entre nous, mais aussi avec les éléments de la culture de masse, donc la question du chiffre, faire du chiffre, l'irruption ou l'intervention aujourd'hui du privé via le tax shelter, des choses comme ça. Via le tax shelter qui est une formule de défalcation fiscale qui a priori est très positive, mais qui fausse par exemple tous les chiffres, hein, puisque ces choses-là doivent être... ce n'est plus nous qui produisons, nous sommes coproducteurs avec une association qui génère de levée de fonds du tax shelter. Donc comment ça... Où est la réalité de notre travail? Où est-ce qu'elle apparaît? Il y a un détachement entre le travail qu'on fait et la manière concrète dont on le produit qui est des plus dangereuse. Mais surtout, la profession ne produit pas un discours uni et elle autorise donc le politique à rentrer dans le poulailler. Voilà. La deuxième raison pour laquelle c'est très compliqué, c'est la Belgique francophone, c'est tout petit, donc il n'y a pas une multiplication d'interlocuteurs différents, donc on se retrouve un peu dans une consanguinité qui, si on y ajoute les réseaux qui sont mis en place, rend les choses parfois, fausses parfois, les réalités. Voilà. Mais quelle est la solution alors? Il faut multiplier par 3 le budget de la culture. Bon, oui. Là-dessus, tout le monde sera d'accord. Il faut que, me semble-t-il, quand je disais tout à l'heure, il faut repartir à zéro, je pense que c'est vrai pour le théâtre aussi. On ne peut plus partir de l'idée que le théâtre est une évidence. Le théâtre n'est pas une évidence. Il est une évidence une fois qu'on y est. Mais pour que les gens y aillent, il y a quelque chose qui n'est absolument pas évident. Pour qu'il y ait un lien de nécessité entre le théâtre et les gens, il y a quelque chose qu'il faut reprendre au point de départ. Donc ça a une influence sur les formes, ça a une influence... C'est une chose... Il faut recommencer au début, c'est un poème de Pasolini d'ailleurs. Hein. Il faut reprendre au début. Il dit au moment où les couleurs étaient criardes, comme les corps déchirés de Buchenwald, tout. Donc il faut revenir au départ, et alors admettre qu'on est un art minoritaire. Et donc arriver à se défendre sur d'autres arguments que le chiffre. Est-ce que l'école ne peut pas être quand même un lieu privilégié de sensibilisation quand même du théâtre? Parce que quand même, je vois que dans certaines écoles secondaires, on fait encore du théâtre, on va au théâtre régulièrement. Donc là, il peut y avoir de la part du chef des professeurs de français, puisque c'est eux qui inévitablement vont sensibiliser les élèves au théâtre, une responsabilité
de développer un sentiment de la nécessité du théâtre et d'y prendre vraiment goût. Vous-même, vous avez parlé du rôle que On a du mal à être pas d'accord avec ça, évidemment. Oui, oui, mais du rôle que vos professeurs Voilà. ont pu jouer. Donc vous avez dit, ben voilà, quand j'étais en poésie, quand j'étais en rhétorique, donc les 2 dernières années du secondaire, ils ont mis à ma disposition déjà, ne fût-ce qu'un local, des choses comme ça. Est-ce que, bon, bien entendu, que vous ne pouvez qu'être d'accord avec ce que je dis, bien entendu, mais puisque vous dites qu'il faut repartir de zéro, il y a plusieurs points de départ, je dirais, mais je crois que l'école, enfin je dis ça parce que je suis professeur, donc inévitablement, c'est un domaine qui me touche beaucoup, où là, quand on va au théâtre, on peut apprendre aussi aux élèves, enfin apprendre, les mettre en situation plutôt, parce qu'apprendre, il y a du coup cette situation de, comment dirais-je, d'imitation, tout ce qu'on veut, mais non, de mettre en situation des élèves de créer quelque chose. Est-ce que c'est pas là que devraient se jouer les choses? C'est un endroit fondamental, d'autant plus que c'est un des rares lieux, c'est relatif, mais enfin ça existe quand même, de mixité sociale et culturelle. Donc là, il y a beaucoup d'espoir. Beaucoup de choses partent de l'école, c'est vrai. Et moi, je suis enseignant moi-même dans le supérieur après, mais je sais qu'on reçoit des étudiants, et ça c'est un espoir, provenant de la mixité sociale et culturelle au conservatoire maintenant. C'était pas forcément le cas avant. Et au conservatoire, il y a vraiment une mixité sociale et on a quand même culturelle. Là, j'ai été frappé l'année dernière. Je pose la question presque tous les ans à mes étudiants. Je demande, pour vos parents, vous venez d'où? Et j'avais 6 fils et filles d'ouvriers sur 9. Donc ça, tout d'un coup, ça donne, et ce n'est pas une politique volontariste. Et ça vient d'où en fait? Moi, je pense qu'une des et ça, c'est une de mes convictions. Oui. Ça, c'est une de mes convictions profondes. Mais alors, voilà. Moi, je pense que le circuit court, c'est fondamental. À tout niveau. Écologique, politique, le circuit court, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire? On est dans une école délocalisée, dans une petite ville de province, on est ailleurs, et il n'y a pas d'intimidation, c'est tout près. Et je pense qu'on touche à cet endroit-là Mais d'où vient l'étincelle? Parce que pour avoir l'idée d'entrer, de passer l'examen d'entrée au conservatoire, il faut quand même savoir ce que c'est que le théâtre. Donc ça veut dire qu'il y a eu soit un professeur, soit souvent l'école. C'est l'école, parce que je ne vois pas très bien quelle peut être... C'est souvent l'école, dans les interviews des examens d'admission, c'est souvent l'école qui sort, c'est souvent à l'école que les choses sont passées. C'est souvent ça. On les a amenés au théâtre. Et les motivations, alors, lors de ces entretiens au moment des examens d'entrée, c'est quoi? Qu'est-ce qui est dit? Enfin bon, parce que, voilà, c'est intéressant. Je pense que le trajet d'un acteur, en fait, il y a d'abord une aspiration à la réalisation de soi, quelque chose comme ça, qui est assez pauvre au fond, mais qui est naïve. Alors ils disent être des autres, je suis plus à l'aise sur le plateau que dans la vie, enfin ils disent des choses comme ça. Oui, voilà. J'ai vécu ça moi, comme au départ, cette espèce oui, c'est une espèce d'aspiration, c'est un endroit d'émancipation individuelle, mais c'est une pratique collective, et donc c'est un endroit d'émergence, en tout cas ça l'a été pour moi, d'une initiation à la politique. Moi, c'est la pratique théâtrale qui a aiguisé mon questionnement politique, qui l'a forcé, qui l'a ouvert. Donc il faudrait réinterroger, pour avoir une idée plus précise, ceux qui sont rentrés à la fin de leur cycle d'études pour... voir où ils en sont. Voilà. Est-ce que ça a peut-être qu'il y a eu une prise de conscience, ou voilà, quelque chose, justement, un trouble qui s'est passé en eux, qui a fait que, voilà, ce qui était de l'ordre de cet inconscient, de ce non-dit, a pu surgir, émerger, pour finalement se rendre compte que finalement on avait ça en soi et que
J'essaie. Ce qui est certain, en tout cas à partir du moment où on est entré dans l'école, c'est qu'on va passer 4 années à travailler en s'impliquant émotionnellement, physiquement, intellectuellement, avec un corps très présent dans un travail qui est toujours collectif. Donc c'est une expérience du collectif à 12. C'est ça. Et ça, c'est quand même, ça transforme. C'est frappant pour nous, profs, pédagogues, de voir comment les corps évoluent. C'est très impressionnant. Ça, les voir arriver à l'examen d'entrée et les voir sortir, ils sont passés par plein d'intervenants différents, entre-temps. Transfiguration. Quoi Pour rester dans le vocabulaire de Claudel ou d'autres, oui. Ce ne sont pas les mêmes corps. Non. Ils ont une autre expérience, ils ont une autre fluidité. Ils ont... Oui, c'est un des lieux de pratique collective. Il n'y en a plus tellement. Hein. C'est vrai que le sport en est un. Je veux dire, les sports c'est pour ça que, peut-être pas trop vite, Pasolini d'ailleurs ne le faisait pas, dénigrer le football, parce que c'est un endroit d'apprentissage aussi de ça. Mais le travail théâtral est forcément collectif. Répéter, c'est vraiment se coltiner 12, 13, 15 personnes. Avec ce que ça suppose de conflits potentiels, de tensions et d'engagement, d'émotions, de liens parfois très forts qui se créent avec la déchirure de la disparition, de la continuité du métier où on se sépare puis on se retrouve plus tard. Voilà. Cette pratique-là, je pense qu'elle est, pour moi en tout cas, elle a été politiquement émancipatrice, profondément émancipatrice. Donc là, c'est quelque chose qui mérite d'être mis en évidence devant, je dirais, des responsables politiques, ou en tout cas, comment dirais-je, le théâtre ne parle pas politique, il fait vivre l'expérience collective. Mais c'est surtout l'idée d'émancipation individuelle et collective. Voilà. Parce que là, c'est un projet de société, je dirais. Et là, ça mérite d'être mis en évidence, parce qu'il y a quand même des gens qui... C'est bien de ça qu'on parle. Qui ont quand même une écoute parmi les fonctionnaires ou les hauts fonctionnaires qui sont dans ces départements-là. On peut supposer que certains d'entre eux, en tout cas, ont une écoute attentive. Je crois que l'idée d'émancipation individuelle et collective, parce que ça concerne l'ensemble du corps social. Voilà. Et ce n'est pas une affaire de quelques individus qui ont une âme artistique et qui veulent s'épanouir en tant qu'individus. Là, c'est le corps social qui est concerné. Hein. C'est la nécessité du théâtre. C'est ça qui peut fonder la nécessité du théâtre dans une démocratie. C'est ça, ou dans une démocratie, disons. C'est évidemment ça. C'est l'expérience émancipatrice pour la personne, mais aussi collective. Moi, je pense que ça, c'est... En tout cas, pour moi, ça a été décisif dans ma vie, dans l'évolution de ma pensée, tout à fait décisif. Et que jamais, par exemple, la pratique pourtant très émancipatrice d'un autre point de vue, de l'université, par exemple, n'est pas du même ordre, parce que il n'y a pas le corps qui est dedans. Il y a tout tu vois, on est dans un auditoire, c'est intéressant. Moi, j'ai des souvenirs formidables. Il y a des profs qui m'ont marqué très fort, et notamment la Drière, qui est un souvenir très, très, très intense. Mais l'expérience théâtrale, elle est... c'est la peau, c'est la sueur. Non, mais je comprends bien. C'est les larmes, c'est le conflit. Olivier Pi dit, c'est très beau, je trouve, il dit le théâtre n'est pas de l'art, il est du théâtre. C'est autre chose, c'est bâtard, c'est une expérience, indépendamment des éléments formels qui sont indispensables, parce que sinon rien ne se passe, il n'y a pas de rituel. Mais il y a une dimension purement présente, événementielle, collective, qui est irremplaçable à mon avis, qui surtout dans un monde où l'isolement est systématique, peut recréer des sensations d'appartenance. C'est ce que disait Benassayac, Miguel Benassayac, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, de nom en tout cas. Oui. Il faisait une différence. Non, je le connais, oui, mais il a été psy, lui. Oui, dans un très beau livre qui s'appelle Le mythe de l'individu. Tout à fait, il est psychanalyste. Oui,
psychanalyste, mais ex-guerriero. Oui, oui. Non, Juste, oui. Il fait le distinguo entre notamment en s'appuyant sur les situationnistes, etc., mais entre l'individu, qui est une espèce d'entité tombée du ciel, qui existerait par lui-même, et la personne qui n'existe que dans les liens, dans les appartenances. Et cette chose-là, l'expérience personnelle d'appartenance, le théâtre la permet de manière très très intense. Et je pense que là, il a une fonction fondamentale. Voilà. On pourrait même dire aussi que cette expérience a une base et que le théâtre a une fonction presque initiatique, dans le sens vraiment où enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est en fait une expérience où, vous avez même parlé, ou c'est peut-être hors caméra que vous étiez même un peu peut-être mystique à l'origine, oui, je ne sais plus si c'est à l'intérieur, pendant ou en dehors de l'entretien, voilà, il y a une expérience comme ça qui se produit et qui transforme. Oui. Je parlais peut-être rapidement de transfiguration, mais voilà. Et vous avez utilisé le mot rituel aussi, oui. Vraiment comme s'il s'agissait, au fond... je suis donc bien un disciple d'Artaud. Voilà, c'est voilà, se dépouiller des oripeaux du vieil homme pour devenir un homme nouveau, mais pas du tout dans le sens que ça a pu avoir à certaines époques du XXe siècle dans des systèmes totalitaires, bien entendu, mais l'idée vraiment même, voilà. Enfin, je crois que nous allons terminer là-dessus parce que cette conversation, en tout cas, m'a passionné. Je suis sûr qu'elle aura passionné ceux qui nous ont écoutés ici, et je crois qu'elle pourrait continuer à l'infini. Mais c'est vraiment passionnant. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses dans un secteur qui n'est pas du tout le mien, mais qui me touche beaucoup. Je crois que vous l'aurez remarqué, en tout cas, dans la conversation. Merci beaucoup. Voilà. C'était très agréable. Voilà, en tout cas, c'était très gentil d'être venu. Et donc... voilà, j'espère que la saison qui s'annonce va être une expérience tout à fait enrichissante pour vous, mais aussi pour ceux qui viendront vous voir, vous écouter. Voilà, donc ce serait peut-être bien de rappeler alors le calendrier pour l'année qui vient, peut-être pas avec des dates précises, mais en gros, puisque vous m'avez cité au moins 4, sauf erreur de ma part, j'en ai retenu 4, mais il y en a 2 qui ne font pas l'objet de présentation cette année, qui sont en préparation. Donc il n'y aura pas de présentation. Ah, donc c'est encore pour 2020. Enfin, il y a 2 spectacles qui sont publics. Voilà. Alors dites-nous où et quand. Alors il y a une reprise des Femmes Savantes, oui, en janvier 2019, au Théâtre des Martyrs et en tournée en Wallonie. Donc dans le centre-ville et en Wallonie. Voilà. Oui. Et il y a la création de Néron, qui aura lieu au Théâtre de la Vie, juste à l'issue des vacances de Pâques. Voilà, ce sont donc les 2 grands projets, voilà. Et donc on est sûr qu'ils seront réalisés dans l'année qui vient. Le reste du travail d'atelier, évidemment. Oui, bien entendu. Qui pour les projets futurs, quoi. Voilà. Et je ne vous ai pas posé de question au fond. La question suivante, au fond, il y a le problème des générations qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a quand même la transmission du flambeau génération en génération. Dans votre équipe, quelle est la fourchette d'âge aussi? Parce que c'est tellement important de ne pas rester entre copains qui ont commencé en même temps et qui vieillissent en même temps. Quelle est la proportion de plus jeunes et qui permettront de poursuivre il y a des spectacles qui sont très 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 présents. Le dernier qu'on a fait, là, ça va le plus jeune doit avoir 22 ans. Oui. Et le plus âgé, je crois que c'est moi. C'est ça. Il y a vraiment une représentation, je veux dire, il n'y a pas enfin, il n'y a pas des très jeunes et des plus âgés, non, il y a quand même entre les deux, voilà. Des éléments centraux, puis il y a des spectacles qui sont... bon, les Femmes Savantes, il y a toutes les générations, évidemment. C'est ça, oui, par définition. Forcément. Par définition. Dans Néron, on est sur 2 générations, puisqu'on a une comédienne, c'est 2 anciens étudiants, mais... la comédienne, ça fait quelques années, donc elle a 46 ans, donc c'est et l'acteur, il a 25 ans, mais voilà. Le chorégraphe est un peu au milieu du guet, il a 35 ans. Oui, donc je vois, oui, c'est ça que je voulais savoir. On est dans une... Le dialogue des générations, forcément lié à ma pratique pédagogique, est constant dans la compagnie. Oui, mon administratrice bien sûr. a 23 ans. Ah bon, oui. Voilà. Oui.
Et c'est important parce que les vécus des générations ne sont pas les mêmes. Donc, par définition, ce que vous avez vécu Il a 3 ans, c'est un peu plus. Mais enfin, elle n'a pas 30 ans. Voilà. Oui, voilà. Mais enfin, je voulais dire, ce que vous avez vécu, évidemment, il y a 30 ans, il y a 35 ans, n'est pas du tout ce que peut vivre un jeune aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, c'est la confrontation des expériences de temps différents. Voilà, c'est le choc de la pédagogie aussi. Mais oui, c'est ça, on est dans des temps différents. Confronté à oui, bien sûr. Une autre manière de regarder la réalité. Oui. Tout à fait, ce sont des regards, oui, c'est passionnant, bien entendu. Je ne lâcherai jamais la pédagogie. Voilà. Jamais. Encore un grand merci. Nous allons arrêter là. Merci. Voilà, merci.